Laurent Carreda, merci d'être avec nous. Groupe Almeris, groupe BeWise. Laurent Carreda, comme Laure Brenas tout à l'heure, comme Claude Aubert, comme Rémi Bourdier à l'instant, ce sont des gens, voilà, quand on les a au téléphone, il faut leur dire, vue d'Auvergne, c'est telle date. Et si vous saviez comment j'ai réussi à vous avoir tous les quatre au téléphone, vous avoir au téléphone, c'était facile, mais vous avoir tous les quatre ce soir, je peux le raconter. J'ai téléphoné d'abord à Laure, qui m'a dit OK. Donc j'ai téléphoné à Laurent en disant c'est toi qui vas commencer, mais en fait les autres ils ont dit oui, donc ainsi de suite. Et voilà, puis après j'ai appelé Rémi, les autres ils ont dit oui, alors que non, pas forcément. Et c'est comme ça que je les ai eus. C'est un vieux truc que m'avait expliqué le président Giscard d'Estaing quand j'ai commencé ma carrière de journaliste pour être sûr d'avoir qui nous voulons devant une caméra. Laurent Carreda, tout a commencé avec une activité appelée AJSP qui faisait un logiciel de tiers payant. C'est vous qui décrétez d'aller vers ce logiciel de tiers payant parce que ça n'existe pas ou ce qui existe sur le marché ne vous satisfait pas? Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Non, alors il y a une petite erreur. AJCP, j'avais un peu oublié. C'est beaucoup plus loin. Lorsque j'étais étudiant, j'avais fait un logiciel de paye. De paye. Oui, et ça, c'était les années 80. C'est beaucoup plus loin. Donc, vous commencez par un logiciel de paye oui. En vous disant ça n'existe pas ou ce qui est sur le marché ne me plaît pas? Non, c'était le début de la micro-informatique. Il n'y avait pas vraiment de logiciel qui était encore sur le marché. Et donc, je voulais découvrir comment ça fonctionnait. J'ai eu l'occasion de le développer dans ce contexte. Mais c'était une activité d'étudiant. Je l'ai fait dans une entreprise avec des partenaires. Et puis ensuite, j'ai fini mes études. Donc, j'ai laissé cette activité en tant que telle. Le tiers payant qui fait votre renommée à un moment donné et qui propulse aussi votre aventure professionnelle vers le groupe que vous dirigez aujourd'hui. Alors ça, c'est la facilité. Je vais m'expliquer. En fait, à la fin des années 90, j'avais envie de lancer quelque chose dans le digital. J'avais réfléchi un peu au sujet. Je m'étais dit que voilà, la digitalisation, c'est pas le mot qu'on utilisait à l'époque, mais la montée en puissance de l'Internet, de l'informatique, ça allait devenir la grande affaire des années à suivre. Tout était digital déjà, au moins ponctuellement. Et je me suis dit qu'il y avait un secteur gigantesque qui était finalement la capacité à traiter des données en temps réel. C'était vraiment une frontière technologique. Et dans un contexte de sécurité des transactions. Alors sécurité technique, mais aussi sécurité juridique. Et c'était une intuition qui était un peu fondée quand même. C'est la question que j'allais vous poser. Au départ, c'est quand même une intuition. C'est une intuition, mais quand même un peu fondée, parce que j'avais touché l'informatique dès le début des années 80, à titre d'amusement. Et quand je suis parti sur ce sujet-là, finalement, je me suis dit qu'il fallait commencer par ce qui était le plus compliqué, c'était le traitement des données dans la santé. L'État français contestait la capacité à traiter des données dans le domaine de la santé en disant qu'il fallait une loi spécifique. J'avais une lecture différente, donc je suis allé contre l'avis de la CNIL, j'ai expliqué pourquoi la CNIL, on a fini par tomber d'accord. Et je leur ai dit qu'en fait, ils n'avaient pas de contrôle d'opportunité, mais de conformité. Donc, comme on s'était un peu tendu, on a dû faire des choses un peu exceptionnelles pour ne pas se faire rattraper par la patrouille. Et ça a démarré comme ça. Et en fait, pourquoi dans la santé, pourquoi le tiers payant? Parce qu'il n'y avait pas d'acteur industriel, c'était vraiment archaïque. Je me suis dit que c'était plus facile de réussir là où les gens n'étaient pas très bons que là où il y avait une compétition plus forte. Vous parlez de la CNIL, mais on pourrait aussi parler de tous ces grands organismes privés ou d'État qu'à un moment donné, vous allez voir et vous tentez de convaincre. Quels étaient vos atouts pour aller dans la gueule du loup? J'ose dire les choses comme ça. Enfin, je pense deux choses. D'abord, une bonne compréhension, je pense, de l'évolution de court, moyen et long terme de l'informatique et du digital au sens large. Je pense qu'on a posé des concepts très forts au départ qui étaient une évidence comme le projet pour les banquiers. Et quand on arrive avec quelque chose qui finalement apparaît comme relativement simple, alors que c'était présenté comme complexe, les gens écoutent. Et lorsqu'ils se l'approprient, ils le comprennent, si on est à l'origine de cette démarche, ils finissent par se dire que c'est peut-être le bon acteur avec qui on peut travailler. Une question peut-être plus personnelle, Laurent Carreda. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Vous avez un groupe important, vous aussi. Vous êtes un homme d'affaires.
Est-ce que vous vous obligez à prendre du temps pour vous, non pas en tant que dirigeant, mais pour précisément être dans ce que je vais appeler le coup d'avant, pour surprendre vos concurrents, surprendre vos clients, mais peut-être aussi surprendre vos collaborateurs? Oui, alors, enfin, on va chacun là où c'est le plus facile. Enfin, moi, c'est comme l'eau, je trouve que c'est plus facile de suivre la pente. Donc, pour moi, c'est assez facile de penser le coup d'après. Donc, c'est amusant. Donc, c'est dans je prends des bains souvent. Donc là, j'ai le temps de penser. J'essaie de prendre le temps de vivre. Soit je travaille beaucoup, soit je travaille pas. Et pour vous, c'est simple. Vous prenez naturel. ce temps. Voilà, c'est naturel. C'est pas un effort. Et après, vous testez. Souvent je teste, souvent en effet c'est une surprise pour mes collaborateurs parce qu'on essaie d'innover beaucoup et dans beaucoup de domaines. J'ai aussi quand même autour de moi, et c'est quand même, enfin c'est facile quand on a du répondant, du challenge, les conversations rebondissent et finalement c'est en rebondissant qu'on trouve le coup d'après. Souvent les bonnes idées, il y a beaucoup de gens qui les ont en même temps dans le monde. Localement peut-être pas, enfin c'est sur un petit territoire, mais les idées qui réussissent, elles sont rarement très originales. On les retrouve à beaucoup d'endroits. Après les réussir, ils mettent un peu d'énergie, enfin beaucoup d'énergie, de la constance, accepter de prendre des risques, accepter que ça ne marche pas du premier coup, continuer jusqu'à ce que ça marche. C'est rare qu'une bonne idée, si on accepte de se tromper et on relance, ne finisse par pas fonctionner. On parlait de grain de folie tout à l'heure avec Rémi Bourdier. Vous, votre folie, entre guillemets, c'est l'histoire des pierres, l'histoire de la Renaissance, les châteaux. Et vous avez concouru à la restauration avec d'autres amis, certains sont dans la salle. Vous avez, Benoît Reynaud notamment, vous avez concouru à restaurer le fameux château de la Chaux-Montgros qui est à Salède, dans le Puy-de-Dôme. C'est quoi cette folie ? Je crois que c'est d'abord le lieu, enfin, l'histoire aussi, mais le lieu, et enfin, pour ceux qui connaissent, il y a vraiment une énergie, une profondeur, une constance dans ce lieu qui est extraordinaire. Et puis, c'est un bâtiment qui a un peu plus de qui a 500 ans maintenant à peu près, mais à l'époque, c'était une prouesse technologique. C'est la première application du traité de Cherlieu qui formalise l'architecture de la Renaissance, finalement, en France. Et en Auvergne particulièrement, et donc c'est quelque chose assez original. Oui. Alors c'était vraiment en ruine quand vous trouvez le château, hein. Oui, on a eu la chance d'avoir un petit restaurateur à côté qui faisait bien les choses et qui donnait envie à toute l'équipe de venir tous les week-ends. Et aujourd'hui, il est dans quel état ce château? On peut y faire un vue d'Auvergne? J'ai passé la main de la présidence en 2008, c'est Pierre Courteserre qui l'a repris et qui a donné une impulsion beaucoup plus forte ces dernières années. Et donc il est dans une phase de consolidation, de confortation de la restauration extérieure avec un projet de terminaison des toitures. Donc au beau jour, on peut y faire un vue d'Auvergne. On peut y faire une petite vue d'Auvergne. Mais au beau jour. Vous avez aussi concouru à la création d'une fédération des associations d'insertion et de sauvegarde du patrimoine. Ce sont des choses qui vous touchent, qui sont importantes pour vous? Elle n'existe plus, cette fédération, mais à l'époque, oui, ce que je trouvais intéressant, c'était de trouver des lieux d'exception qui avaient besoin d'intervention et d'utiliser ce moment pour insérer des personnes qui avaient des difficultés à rentrer sur le marché du travail, souvent sans compétences, avec peu de confiance en elles. Et travailler sur des objets d'exception, ça finit par rendre les gens un peu exceptionnels. Et on a eu des réussites assez spectaculaires, enfin spectaculaires, non, restons... Les lieux peuvent nous donner de la fierté? Ah, je pense, oui. Le bel ouvrage, oui. C'est quelque chose qui permet à des gens qui n'ont pas confiance en eux de quelquefois se révéler. Oui. Une dernière question également un peu plus personnelle. Comment donne-t-on de la fierté aux personnes qui vous entourent pour qu'elles restent à vos côtés et puis qu'elles donnent envie à d'autres de vous rejoindre dans le groupe? Je pense que c'est en leur montrant que collectivement, ensemble, on peut faire des choses exceptionnelles. C'est encore cette notion d'exception. C'est souvent la qualité, la cohérence, la complémentarité des équipes qui permettent de relever des défis.
Je vais donner juste un exemple qui est un peu incroyable, si j'ai une seconde. Allez-y. Et c'est vraiment mon équipe de recherche, c'est pas moi qui suis à l'origine de ce sujet, c'est vraiment l'équipe de recherche. On vient en septembre d'être nommé membre associé de l'Open Lab du CERN de Genève. Alors on connaît l'institution du CERN, mais il y a 8 entreprises dans le monde qui sont membres associés de l'Open Lab du CERN. Félicitations. IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, Google, Huawei et Siemens. Et la 8e, c'est nous. Rien que ça s'applaudit. Donc, pas moi, l'équipe. Pour l'anecdote, ça m'a paru tellement facile que j'ai cru que c'était très facile et que tout le monde y avait accès. Donc je leur ai demandé combien il y a d'entreprises françaises. Aucune. Mondiale. Et puis après, je leur ai demandé de les citer. Et on recevait hier à Paris, dans nos locaux, le comité de l'Open Lab du CERN pour lancer la cryptographie quantique, qui est la frontière absolue actuellement de la physique. Et c'est nos équipes et une équipe de Clermont qui va porter la cryptographie de ces sujets. Donc, pour dire ce qu'on peut faire avec une équipe. Et la fierté, elle est là. Et la fierté, elle est là. Arriver à faire cela avec des gens qui individuellement peuvent être, on est chacun assez ordinaire finalement individuellement, je trouve que c'est une grande fierté. Et vous aurez remarqué, mesdames, messieurs, dans les deux salles, et vous qui regardez la vidéo, avec quelle humilité Laurent Caréda dit les choses. Laurent Caréda. Merci beaucoup.